La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. 2 semaines pour raser les 30% de cibles restantes. Le nouveau message fort de Donald Trump. Il assure que la République islamique est militairement vaincue. Presque en écho, Benyamin Netanyahou répète que la guerre n'est pas finie tant que l'uranium enrichi n'est pas retiré du territoire iranien. Pourtant, à Téhéran, on ne l'entend pas ainsi. Les gardiens de la révolution agitent à nouveau le spectre d'un sabotage des câbles Internet sous-marins dans la région du Golfe. Téhéran vient de remettre sa réponse à la proposition américaine. Le dialogue de sourds est parti, vous le verrez, pour durer. Gros plan ce soir également sur cette base israélienne secrète qu'aurait installée Tsahal en plein cœur du désert irakien. Comment une opération commando d'une telle ampleur a-t-elle pu échapper si longtemps au radar ? Des tourments également au Liban. L'armée israélienne passe la vitesse supérieure. Bâtiment après bâtiment, plus de 40 infrastructures du Hezbollah pulvérisées en 48 heures et une dizaine de terroristes éliminés. Et alors que le parrain iranien pourrait vaciller sous la pression américaine, l'onde de choc était-elle à redouter pour la milice chiite. Elle craint un isolement croissant au moment où se prépare le grand rendez-vous diplomatique de jeudi. Israéliens et Libanais réunis à Washington. Beyrouth réclame un cessez-le-feu immédiat. Jérusalem exige le désarmement total et définitif. Et puis l'heure du grand réveil aurait-elle enfin sonné au Royaume-Uni ? C'est pour dénoncer la recrudescence inquiétante des actes antisémites dans le pays que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Londres, la capitale. Manifestation organisée devant la résidence officielle du Premier ministre, alors que les actes de haine deviennent, on le sait, quasi quotidiens. Notre correspondante a fait le déplacement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. L'Iran vient donc de répondre à la proposition d'accord des États-Unis. Téhéran réclame la fin de la guerre et la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump laisse planer dans la foulée une reprise des hostilités pour une durée théorique de 2 semaines. Le régime est-il à genoux, comme le proclame le président américain ? Quoi qu'il en soit, en Israël aussi, on laisse entendre que la guerre n'est pas terminée. Les derniers soubresauts, d'abord en compagnie de Mathieu Winding. Après avoir fait attendre Donald Trump plus de 48 heures, l'Iran a transmis sa réponse au Pakistan. L'organe de presse IRNA, proche des gardiens de la révolution, n'a pas donné plus de détails sur la nature de la réponse iranienne au plan américain, à l'exception d'une phrase ouverte aux interprétations. Selon ce plan, la phase actuelle des négociations est exclusivement axée sur la cessation des hostilités dans la région. Les États-Unis et l'Iran travaillent avec les médiateurs pakistanais à l'élaboration d'un mémorandum d'entente qui définirait le cadre d'un mois de pourparlers visant à mettre fin au conflit. Et lorsque le médiateur de ce dossier, le Pakistan, nous demande de chef d'État à chef d'État de donner une nouvelle chance aux négociations avec l'Iran avant de recommencer à bombarder l'Iran, je pense que c'est un choix tout à fait approprié de la part du président Trump. Il donne à la diplomatie toutes les chances possibles avant de reprendre les hostilités, mais il est tout à fait prêt à le faire. Dans une interview accordée à une journaliste indépendante, le président américain estime qu'il ne faudrait que 2 semaines pour frapper toutes les cibles en Iran. Il ajoute que l'Iran a été vaincu militairement. Il précise que le conflit n'est cependant peut-être pas terminé. Lors d'une interview accordée à 60 Minutes, Benyamin Netanyahou utilisait des termes assez proches de ceux employés par Donald Trump. Ce n'est pas fini. Nous avons accompli de grandes choses, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore de l'uranium enrichi qui doit être retiré de l'Iran. Il y a toujours des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Il y a toujours des proxys que l'Iran soutient et des missiles balistiques qu'ils veulent produire. Nous en avons dégradé une grande partie, mais il reste du travail à faire. En ce qui concerne l'uranium enrichi, le Premier ministre explique qu'il faut tout simplement aller le chercher et le retirer. Si Benyamin Netanyahou ne va pas s'étendre sur les tactiques et techniques militaires, il confie « Le président Trump m'a dit qu'il voulait y aller, et je pense que c'est matériellement possible. Là n'est pas le problème. Si on a un accord et que l'on y va et que l'on prend l'uranium, alors pourquoi pas ?» Mais le Premier ministre n'exclut pas lui non plus le renouvellement des opérations militaires en Iran. Le chef du gouvernement israélien ne va pas détailler le calendrier des opérations. Il se contente de souligner le caractère primordial de cette mission. Alors, diplomatie ou combat, ou les deux. Avec nous ce soir, Mathias Inbar, notre expert défense. Bonsoir Mathias. Et Dani Ayalon, merci d'être avec nous, ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères, ancien ambassadeur également d'Israël aux États-Unis. Alors, 2 semaines d'opération militaire pour régler le dossier iranien. C'est Donald Trump qui nous le dit aujourd'hui. Est-ce qu'il bluffe d'après vous, Dani Ayalon, ou bien il faut le prendre au mot cette fois-ci ?
J'espère que non. On ne peut jamais savoir jusqu'au bout avec Trump. Actuellement, sa gestion est très très faible, je dois le dire. Les Iraniens se comportent comme ils avaient gagné. Avec une autosuffisance, c'est eux qui posent des conditions aux États-Unis. Ce sont eux qui défient des règles du jeu, quand est-ce qu'ils donneront leurs réponses, sans aucune ligne rouge. Et le plus grave, c'est qu'ils continuent à attaquer pendant le cessez-le-feu. Ils continuent à attaquer les États du Golfe et il n'y a pas de réaction américaine adaptée. Ce que font les Américains actuellement, ce n'est que tirer sur la marine des gardiens de la Révolution afin d'ouvrir et de s'assurer que le détroit d'Ormuz fonctionne selon les conditions américaines. Il y a certains tirs sur les côtes, mais là aussi des objectifs marins où les Iraniens menacent le cap d'Ormuz. Mais actuellement, l'annonce américaine et sa dissuasion va s'affléissant. La suffisance des Iraniens va croissant et c'est très dangereux. Mais alors, qu'est-ce qui manque à Donald Trump, aux Américains, quelque part, pour peser davantage dans ces négociations, pour rétablir, comme vous le dites, cet effet dissuasif? Je pense que là, cela dépend beaucoup des Iraniens. Si les Iraniens vraiment donnaient des réponses logiques, organisées, pas comme s'ils ont fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ou bien ils donnaient des réponses avec des conditions maximales de leur part, comme s'ils avaient la victoire, ou qu'ils ne répondaient même pas, en faisant traîner le temps, parce qu'ils pensent que le temps joue en leur faveur à cause des pressions, tant internes qu'internationales, sur Trump. Mais à mon avis, s'il pousse trop loin et qu'il tire trop fort sur la corde, sans donner de réponse, par exemple, satisfaisante, eh bien, ce sera l'occasion, du point de vue de Trump, d'attaquer avec puissance et de leur faire comprendre. Et je pense, David, c'est ce que nous devons tous bien comprendre. Les Iraniens jouent avec des cartes qu'ils n'ont plus. C'est eux qui risquent de s'effondrer de manière terrible. C'est eux qui ont été terriblement frappés militairement. Et toutes les cartes sont dans les mains de Trump, des Américains. Et donc, il ne faut en aucun cas permettre une ouverture, quelle qu'elle soit, aux Iraniens pour qu'ils essaient de contourner les choses et des conditions les plus difficiles pour assurer la garantie de la stabilité et de la paix dans le Proche-Orient et dans le monde. Mathias, d'accord avec ce diagnostic, c'est-à-dire que ce sont les Iraniens qui mènent le bal diplomatique quelque part, parce qu'ils ont compris que Donald Trump, a priori, préfère un accord que la guerre, avec, attention, comme le dit Dana Yalon, peut-être un point de rupture, puisque le rapport de force est en leur défaveur militairement. Alors, il n'y a aucun secret que je vais révéler si je dis que les Iraniens mènent la négociation depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, et que les États-Unis ont 200 ans. Donc, il y a le rapport de force en termes de négociation et d'expérience de la négociation, il n'y a pas photo. En revanche, bien évidemment, et je rejoins Dany dans le sens où les Américains ont la force et ont la puissance avec eux. Les Iraniens, en revanche, savent gagner du temps. Mais ça, vous demandez à n'importe quel officier des renseignements, qu'il soit israélien, américain ou français, ils vont tous vous répondre. Le temps est iranien dans les renseignements. Et donc, les Iraniens ont fait quoi aujourd'hui? Ont envoyé une contre-proposition à l'intérieur de laquelle il n'y a strictement rien. Puisqu'il n'y a pas d'engagement sur le nucléaire, pas de programme balistique, rien sur le financement des proxys, mais ça sert aux Iraniens à dire aux Pakistanais, aux Qataris, dites aux Américains de contre-négocier notre contre-proposition. Et donc, on gagne du temps. C'est ça. D'ailleurs, Dany Yalon, est-ce que vous pensez que quand Benyamin Netanyahou insiste sur le caractère prioritaire de la neutralisation du stock d'uranium, il vise juste, c'est-à-dire que c'est vraiment ça aujourd'hui, l'assurance vie des Iraniens, y compris face aux États-Unis? Écoutez, j'espère que la question de l'uranium
je la considère comme très importante. Il semble maintenant que les efforts américains se concentrent sur Hormuz. Ils veulent ouvrir le détroit pour faire baisser les prix du pétrole et pour soulager leurs alliés en Europe ou dans le Golfe. D'ailleurs, en ouvrant le détroit d'Ormuz, ils aident aussi leurs ennemis, les ennemis comme les Chinois. Mais ça, c'est un autre point. Le plus important, au-delà du détroit d'Ormuz, la chose la plus importante, c'est de faire sortir tout l'uranium enrichi d'Iran. Mais ça ne suffit pas. Ne pas permettre à l'Iran d'enrichir du tout. Les Iraniens veulent signer à nouveau un accord comme celui de 2015. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous les accords? Les accords, c'est bien beau sur le papier, mais sur le terrain, les Iraniens sont des champions du mensonge et ils peuvent très facilement, l'Iran c'est un pays énorme, et quoi qu'on fasse comme contrôle, il y a toujours des points où ils pourront contourner toutes les limitations qu'on leur pose. Et donc là, il ne faut pas d'accord substantiel, il faut des conditions fortes. Un accord substantiel, on l'a eu déjà en 2015 et je ne pense pas que Trump veuille faire pareil qu'Obama, au contraire d'ailleurs. Et donc, au lieu de cet accord, le JCPOA de 2015, j'espère qu'il prendra et ira vers des conditions beaucoup plus strictes où il n'y a aucune marge de jeu pour les Iraniens et qu'ils ne pourront plus interpréter de toutes sortes de manières les choses. Bref, il ne faut plus qu'ils aient quelque contact que ce soit à l'enrichissement d'uranium. Au-delà de ça, il y a la question balistique. Les missiles, pour eux, la deuxième option de retour, s'ils n'ont pas d'uranium, c'est de fabriquer des dizaines ou des centaines de milliers de missiles à très très longue portée. On sait qu'ils arrivent déjà à 4000 km, ce qui couvre l'Europe. Ils veulent arriver à une portée de 10 000 km pour arriver aux États-Unis. Et là, encore une fois, c'est un point qui doit être absolument sacralisé et absolument interdit, que les Iraniens n'aient pas de marge de manœuvre pour que ce soit clair. Pour les proxys, c'est un sujet important aussi, mais du point de vue des relations entre les forces ou de l'ordre de priorité, d'abord l'uranium et les missiles et ensuite leur proxy. Effectivement, et comme vous le dites, tout se joue en tout cas en ce moment dans l'intervalle du côté d'Ormuz. Merci beaucoup, Danny Ayalon, d'avoir été avec nous ce soir. Mathias, vous restez évidemment. Que dire de ces révélations du Wall Street Journal? Selon le quotidien américain, Israël aurait établi et même utilisé une base militaire secrète en territoire irakien durant la dernière confrontation avec Téhéran. Vous allez tout nous dire ce soir, Loïc Tessier-Chekroun. Bonsoir Loïc. Des images satellitaires d'ailleurs qui ne laissent guère de place au doute. Et oui, David, des révélations aussi intrigantes qu'étonnantes si elles s'avèrent exactes. Une base israélienne en plein cœur du désert irakien, à l'ouest du pays, où la région se prête d'ailleurs à ce genre d'opérations et d'installations top secrètes, car très peu peuplées. Regardez cette image. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'une piste d'atterrissage d'environ 1,6 km de long, utilisée par les forces spéciales israéliennes. Objectif: soutenir les opérations israéliennes aériennes contre l'Iran. Alors la piste aurait été utilisée jusqu'à la mi-mars, car les pluies de la région l'auraient rendue impraticable ensuite. Elle se situait au fond d'un lac asséché. Un centre logistique aurait même été installé avant la guerre. Des équipes de secours y étaient stationnées en cas de capture de pilotes israéliens. Israël, justement, aurait d'ailleurs proposé son aide aux États-Unis lorsque plusieurs avions de chasse américains ont été pris pour cible par l'Iran. Les pilotes, souvenez-vous, ont dû s'éjecter, mais c'est finalement l'armée américaine qui les a sauvés. Problème, Loïc, quand même. Problème, cette base aurait bien failli être découverte début mars. Et oui, un berger aurait signalé une activité militaire inhabituelle dans la zone, notamment la présence d'hélicoptères. L'armée irakienne aurait ensuite dépêché les troupes sur place. Israël les aurait ensuite repoussées à l'aide de frappes aériennes, selon une source proche du dossier. En tout cas, ça va très loin, puisque l'Irak a même déposé plainte devant les Nations Unies. Le Parlement irakien, par la même occasion, a convoqué ses ministres de la Défense et de l'Intérieur pour savoir s'ils
s'ils étaient au courant ou pas de cette opération israélienne. En tout cas, il y a peut-être une phrase qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est celle du général Tomer Bar, le chef de l'aviation israélienne, qui, pendant la guerre, a déclaré ceci: actuellement, les combattants des unités spéciales de l'armée de l'air mènent des missions exceptionnelles qui ne manqueront pas de susciter l'imagination. Fin de citation. Une autre source également, pour terminer, a déclaré au Wall Street Journal que cette zone en question, qui aurait été utilisée par l'armée de l'air israélienne, aurait également été utilisée pendant les opérations en Irak par l'armée de l'air américaine également dans sa lutte contre Saddam Hussein. C'était en 1991 et ainsi qu'en 2003. Merci beaucoup Loïc pour ces détails. Mathias, base en Irak israélienne. Quel but et pourquoi d'ailleurs en Irak? D'ailleurs, personne ne le confirme et je vous repose exactement la même question, David. Pourquoi l'Irak et pas la Jordanie ou l'Égypte? C'était une guerre. Je parle des CT. C'est une guerre israélo-américaine. C'est normal qu'il y ait des opérations, même clandestines, israélo-américaines, qu'elles soient dans les airs, au sol, des renseignements ou plus. Voilà, on en restera là. Et l'information est connue depuis plusieurs semaines. Et je peux vous dire qu'un des coupures de presse d'un journal qui est situé dans la région, eh bien, d'un pays arabe, a immédiatement supprimé lui-même cet article parce qu'il mettait en jeu la sécurité des soldats qui étaient engagés au sol. Point final. On comprend le caractère extrêmement sensible de cette affaire. Merci beaucoup Mathias. Autre gros plan ce soir, l'aide de la Russie à l'Iran. On passe aux 3 questions tout de suite. Elle s'impose comme un nouvel axe stratégique entre Moscou et Téhéran. La mer Caspienne se voit transformée à la faveur des sanctions occidentales en véritable corridor de contournement. D'après des responsables américains, la Russie y acheminerait des composants militaires, notamment pour soutenir la production iranienne de drones, tout en redirigeant une partie de son commerce. Et pour l'Iran, cette route constitue une alternative vitale face aux contraintes américaines dans le détroit d'Ormuz. On interroge ce soir à ce propos Ariel Cohen. Bonsoir et merci. Vous êtes chercheur principal au Conseil de l'Atlantique et fondateur de International Market Analysis. Est-ce que d'abord la mer Caspienne, c'est aujourd'hui le chemin de traverse idéal, si on peut dire, voire sanctuarisé, pour les échanges entre la Russie et l'Iran, qui leur permet d'échapper partiellement d'ailleurs à la vigilance peut-être des Américains? Oui, en termes des connexions maritimes, la mer Caspienne, qui est un grand lac salé en réalité, entre la Russie, l'Iran et sur le côté occidental du lac l'Azerbaïdjan et d'autre côté le Kazakhstan et le Turkménistan, c'est une zone qui est difficile à surveiller. En tout cas, les États-Unis et Israël ont de bonnes relations avec certains des pays de la région. Et les États-Unis ont fait un effort supplémentaire pour, avant les hostilités en février, de s'adresser à certains des États côtiers et limitrophes. Et donc, je peux imaginer qu'une certaine quantité de surveillance et de renseignement a lieu. Et ce qui est connecté ici, c'est qu'Israël a frappé un des ports iraniens sur la mer Caspienne, Bandar Salih, au début de la guerre, et a détruit des navires et des équipements là-bas. En même temps, nous savons que la Russie, premièrement, a fabriqué 57 000 des drones Shahed suicides iraniens et a énormément d'expérience et produit des pièces de ces drones eux-mêmes. Et à ce qui paraît, ils vendent ces composantes à l'Iran, y compris par la mer Caspienne, et fournissent à l'Iran du maïs, des semences de l'huile, etc., et du pétrole, tout ce dont l'Iran a besoin pour survivre en ces temps difficiles pour l'Iran. Donc cette connexion fonctionne très bien. La Russie est en train de rendre la monnaie de sa pièce aux Américains et à l'Occident pour avoir soutenu l'Ukraine.
Et la Russie fournit électroniquement des éléments, des bases américaines et aussi travaille avec les Iraniens et les conseille sur le ciblage des troupes américaines Mhm. et l'équipement dans la région. Et donc, ils n'ont pas besoin de la mer Caspienne, ils ont les satellites dont ils ont besoin. Alors, vous venez justement de répondre à la deuxième question qui concernait justement ceux qui transitent par cette mer. La troisième question, face à cela, Ariel Cohen, quelle est la marge de manœuvre quand même pour les Américains ou même pour Israël? Vous avez d'abord le recueil de renseignements. Deuxièmement, frapper le port que j'ai mentionné. Il y a d'autres ports qui n'ont pas été encore bombardés en mer Caspienne. Et donc, rien dans la guerre n'est assuré aujourd'hui. Et il y a donc une sorte de cessez-le-feu, mais nous ne savons pas combien ça va tenir. Le recueil de renseignements se poursuit. Et enfin, toute cette guerre électronique pour brouiller les utilisations des deux parties électroniques, donc entre les solutions cinétiques, électroniques, et donc il y a des tas d'options pour les États-Unis et pour Israël. Je voudrais souligner que la mer Caspienne est une zone où la Russie et l'Iran se connectent directement et ont beaucoup d'expérience dans les échanges et la traversée de la Russie vers l'Iran et vice-versa. Déjà avant la guerre, ils planifiaient de construire un corridor nord-sud qui aurait connecté le golfe Persique avec la Russie jusqu'à la Baltique. Et bien sûr, à cause de la guerre, c'est bien plus difficile à réaliser. Donc les outils technologiques existent pour traquer ce qui se trame en ce moment en mer Caspienne. Merci beaucoup à vous, Ariel Cohen, d'avoir été avec nous ce soir pour les 3 questions. Autre phénomène en marge du bras de fer autour de l'Iran, l'augmentation, et on le voit bien, des cas d'espionnage en Israël au profit de Téhéran. Vendredi dernier, 4 suspects, dont des soldats de Tsahal, ont été accusés d'espionnage au profit de l'Iran. Selon le parquet, des soldats et un civil auraient transmis à des agents iraniens des photos ainsi que les emplacements de sites sensibles, notamment une école de l'armée de l'air, mais aussi des points névralgiques et des bâtiments publics. Bonsoir Mathieu Wenning, on va tout voir avec vous. À quoi d'abord ressemble cette campagne lancée par la République islamique à l'encontre d'Israël? Bonsoir David, il s'agit d'un recrutement low cost que l'Iran effectue sur les réseaux sociaux et sur les services de messagerie. Low cost parce que pour l'Iran, cette stratégie n'a pas de coût réel en termes d'arrestation. Les services iraniens n'ont qu'à attendre que quelqu'un d'autre morde à l'hameçon après qu'ils aient envoyé des milliers de spams. L'Iran crée des faux profils d'Israéliens sur les réseaux sociaux, se présentant comme potentiels employeurs ou intérêts romantiques. On a aussi vu des campagnes de phishing sur LinkedIn qui étaient destinées aux officiels et aux fonctionnaires. Donc, l'Iran envoie des invitations à des conférences. Donc, en cas de mail suspect, il faut tout simplement appeler la police israélienne, c'est le 100 en Israël, pour décrire comment l'Iran procède. Des experts ont réutilisé une expression de nos cours d'histoire, une expression du début de la guerre froide, la technique du salami. C'est la technique que Staline avait utilisée pour conquérir l'Europe de l'Est petit à petit. Donc l'Iran procède de même, comme il s'agit de mettre un pied dans la porte. Les demandes sont d'abord minimes, pas très importante a priori. Il s'agit par exemple, une fois que le contact est établi, de photographier une gare, un bâtiment public, quelque chose qui a priori est anodin. Et ensuite, une fois que le criminel a littéralement le pied dans la porte, les demandes deviennent de plus en plus risquées. Par exemple, dans le cas que l'on citait, le cas de vendredi, les 4 Israéliens inculpés. Donc, ils ont commencé par photographier des gares, mais ensuite des caméras de surveillance, ensuite l'école technique de l'armée de l'air israélienne. Et finalement, la dernière instruction a été d'acheter des armes. Effectivement. Alors Mathieu, quelle est la réponse importante de la société israélienne face à ce fléau grandissant d'ailleurs? Donc, le Shin Bet lutte activement contre les activités d'espionnage iraniennes. La sécurité d'Israël, pour l'instant, n'a pas subi de préjudice grave, mais il est possible que certains collaborateurs soient encore actifs et qu'ils n'aient pas encore été arrêtés. Enfin, la réponse judiciaire est faible pour certains, car
les personnes condamnées n'écopent que de peine de prison de quelques années, ce qui est fort problématique, car comment dissuader ces personnes tentées par l'argent facile iranien? Car ce qu'ont en commun les personnes qui ont fait le choix de donner des informations à l'Iran, c'est l'appât du gain. Les origines sociales sont assez variées. C'est varié. On retrouve effectivement des résidents de Jérusalem-Est, des Israéliens, de toutes les origines. Donc, ce sont souvent des jeunes qui ont, pour certains, des problèmes d'argent. Donc, les agences de sécurité israéliennes, dans un communiqué, demandent l'aide de toute la société pour prévenir ce fléau. Effectivement, urgence à dissuader donc ce type de profil. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, Mathias, c'est vrai que historiquement, il n'y en a pas eu beaucoup des traîtres, si on peut dire ça comme ça, dans l'histoire d'Israël. Mais comment est-ce qu'on repère les profils? Quels sont d'ailleurs le profil type de ce type d'individu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un profil social qui est motivation de l'argent. Motivation de l'argent qui est pisté par les Iraniens, mais il n'y en a pas quand on voit que certains soldats, aujourd'hui, sont attirés par quelques centaines de shekels, voire quelques milliers de shekels à peine. On se dit effectivement qu'il y a un problème micro-social au sein même de la société qui, à cause de cet appât des gains, eh bien, va se vendre au plus offrant. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que s'il y avait un profil type, peut-être que les forces de sécurité, notamment le Shabak et la police israélienne, auraient pu, ce qu'on appelle dans le langage pinpoint, aller vraiment choisir exactement l'endroit où. Mais non. Et le pire dans tout ça, c'est effectivement ce que vous disiez à l'instant, Mathieu, ce sont ces deux soldats qui appartiennent au corps très prestigieux de l'armée de l'air. Alors certes, ce sont des techniciens, ce ne sont pas des pilotes, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils ont accès au Saint Graal de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la capacité de pénétration en terrain ennemi. Effectivement, les services de sécurité n'ont jamais autant travaillé, il faut le savoir, que ces derniers mois. Il n'y a pas que des traîtres. Il y a aussi, malheureusement, vous, moi, Mathieu, vous pouvez y aller aussi, vous cliquez sur un lien sans le savoir. Les agents involontaires. Les agents involontaires, parce qu'une fois qu'ils prennent possession de votre téléphone, ça peut être très dangereux parce que vous êtes stressé de peur que certains secrets soient divulgués de votre famille. Et là, ça peut aller très loin. Voilà, les efforts d'infiltration, effectivement, de l'Iran. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps de prendre la direction, cette fois, du nord d'Israël. Tension constante entre Tsahal et le Hezbollah libanais. C'est Jonathan Serrero qui nous attend en direct de la Galilée. Bonsoir, Jonathan. On fait le point d'abord avec vous sur les combats, sur les attaques de drones auxquelles Tsahal continue de répondre. Oui, les échanges de coups qui se sont poursuivis tout au long de la journée après une fin de semaine particulièrement tendue qui a vu notamment 2 soldats israéliens être blessés par l'envoi de drones explosifs du Hezbollah donc au sud Liban, dont un grièvement. Les sirènes d'alerte ont retenti il y a de cela quelques heures tout juste du côté de la Haute-Galilée, dans les localités de Sarit et de Shomera, suite toujours à l'envoi de drones explosifs. Le Hezbollah qui a multiplié les envois de roquettes contre les position de Tsahal positionnée donc est située au sud Liban. Tsahal a riposté contre des bâtiments militaires de l'organisation terroriste chiite libanaise. Une vingtaine d'infrastructures terroristes ont été détruites tout au long de cette journée de dimanche. 70 infrastructures terroristes ont été ciblées et détruites tout au long de ces derniers jours par l'aviation de Tsahal. En parallèle, l'activité aussi diplomatique bat son plein, puisque la présidence libanaise émet des conditions quant à la fin des combats entre Israël et le Hezbollah, notamment la fin des opérations de Tsahal au sud Liban, le retour notamment de la population libanaise au sud Liban, des discussions qui se poursuivent en vue des négociations directes qui vont se dérouler jeudi et vendredi 14 et 15 mai prochains du côté de Washington, en présence notamment de l'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yiriel Leiter. Et cette réponse fournie par Téhéran, cette exigence notamment émise par la République islamique de voir les combats s'arrêter au sud Liban comme condition sine qua non pour reprendre les discussions. C'est la crainte aujourd'hui du côté de l'appareil sécuritaire israélien de voir les combats au sud Liban s'arrêter
priorité contre le Hezbollah. Tsahal qui veut poursuivre notamment ses combats contre le Hezbollah pour parvenir à désarmer le mouvement islamiste libanais, David. Voilà, ne pas s'arrêter en si bon chemin, c'est ce que se disent donc les commandants israéliens. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir de la Galilée. Et dans ce contexte, alors que des discussions entre Israël et le Liban sont attendues à Washington, le mouvement chiite s'interrogerait en ce moment sur sa marge de manœuvre. La milice s'inquiéterait de plus en plus de son isolement régional et notamment en raison du risque de perdre une partie du soutien iranien, d'après en tout cas un haut gradé de Tsahal cité par la télévision publique. Malgré ces inquiétudes, l'organisation libanaise refuserait toujours évidemment de déposer les armes. Avec nous ce soir pour en parler, le lieutenant-colonel de réserve Amit Yagour. Bonsoir et merci. Vous êtes ancien officier de la division de planification stratégique de Tsahal. Est-ce que, c'est la première question, est-ce que l'Iran peut vraiment, d'après vous, continuer à protéger, à renforcer le Hezbollah financièrement, diplomatiquement, comme il l'a fait durant quasiment 40 ans ? C'est une bonne question. Cela dépend de l'argent qui sera envoyé à l'Iran après un accord ou à la fin de la guerre sans accord. Il faut voir qui va prendre cet argent et comment il va être priorisé. L'Iran, comme tout l'axe de l'opposition, le Liban donc, et la bande de Gaza, dans une certaine mesure, auront besoin d'argent pour se reconstruire. La question est de savoir qui aura de l'argent. Si le régime iranien reçoit de l'argent et les distribue au Hezbollah avec le même régime en Iran et le même Hezbollah, je suppose qu'au début, ce sera un peu difficile, parce qu'il va falloir s'occuper des civils en Iran et du régime en Iran. Mais d'ici 2 ou 3 ans, l'argent reviendra à ce qui était avant et le Hezbollah pourra rapidement se reconstruire. Si nous parlons d'un autre régime avec d'autres priorités, alors peut-être que nous verrons un changement important où le Hezbollah découvrira que son tuyau d'oxygène financier va disparaissant. Et alors, nous allons voir le changement avoir lieu aussi au Liban. Et malgré tout, même avec ces difficultés financières en Iran, on voit mal Téhéran se priver d'un satellite aussi vital pour sa stratégie globale, notamment contre Israël. Est-ce que vous pensez que les Iraniens vont continuer quelque part à donner la priorité budgétaire au Hezbollah ? Les Iraniens sont dans une situation de détresse. Nous ne le voyons pas, simplement parce qu'il n'y a pas d'Internet en Iran. Donc nous n'avons pas tous les rapports du terrain. Mais si nous regardons ce qui se passe, nous voyons qu'il y a des dissensions au sein du régime. Il y a un rationnement de l'eau, de l'électricité. On voit les problèmes pour payer les salaires, surtout pour les forces de sécurité. Et donc, on amène des milices étrangères pour préserver la sécurité et empêcher les protestations. Beaucoup de signes qui montrent que la situation iranienne est bien pire que ce qu'elle était en janvier dernier. Et donc, je pense que le régime va devoir d'abord et avant tout reconstruire le pays et montrer qu'il n'est pas un organisme terroriste, mais un État responsable de ses civils. Par contre, l'idéologie de ce régime, sa raison d'être, une de ses raisons d'être, c'est l'exportation de la révolution. Et donc, je suppose que les choses se feront par étapes. D'abord, survivre au pouvoir pour ne pas être remplacés par un autre régime. Et dès qu'ils seront assurés qu'ils ont le pouvoir et qu'ils pourront se reconstruire, nous allons très vite voir, comme vous le dites, l'exportation de la révolution se reprendre, c'est-à-dire avec le Hezbollah et les autres proxys. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce régime restera en place? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passera au Liban? Si la situation reste en l'état et qu'il y a un accord qui ne parle que du nucléaire ou de choses de ce type, à mon avis, très rapidement, on verra la reconstruction du Hezbollah d'ici quelques années. Progressivement, d'abord plus l'Iran, moins d'argent pour le Hezbollah, et d'ici 2-3 ans, on verra l'argent réarriver au Hezbollah et on reviendra au statu quo ante. Et donc, l'exportation de la révolution, c'est la base idéologique de ce régime. Et donc, il faut être réel avec le nucléaire, les missiles, etc. C'est essentiel, c'est sûr. Mais derrière tout cela, il y a une théologie djihadiste, extrémiste,
qui a pour objectif d'exporter la révolution par les proxys. L'idéologie avant tout. Merci beaucoup à vous, lieutenant-colonel de réserve Amit Yagour, d'avoir été avec nous ce soir. Un petit mot rapide sur ça, Mathias, parce que c'est vrai que le Hezbollah redoute de perdre une partie de sa profondeur stratégique à cause des difficultés financières de l'Iran, mais sur le terrain, en attendant, on voit que ça ne change pas grand-chose pour Tsahal. Le combat reste intense. C'est ce qu'a déclaré ce soir le chef d'état-major. Il a déclaré que les combats se continuaient à être menés, peu importe effectivement ce que disait le Hezbollah. Pourquoi il le dit, le chef d'état-major Eyal Zamir? Parce que le Hezbollah vient de le déclarer de manière encore officielle, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Nous ne sommes absolument pas concernés par les négociations entre Beyrouth et Jérusalem. Nous n'acceptons pas ces négociations et nous irons contre ces négociations. Donc pour ceux qui appellent à respecter la paix au Liban ou respecter une éventuelle, un arrêt des combats, eh bien le Hezbollah le dit très clairement, nous ne serons pas engagés dans quelconque résultat de négociation qui va découler des discussions entre Jérusalem et Beyrouth. En clair, nous continuerons à faire la guerre à Israël. Et ce, eh bien, à partir du moment où vous débloquez des sommes et des sommes d'argent et des avoirs iraniens, eh bien cet argent, forcément, il va aller dans les caisses du Hezbollah en voie retour. Effectivement, donc rendez-vous jeudi effectivement à Washington pour ces négociations israélo-libanaises dont on n'attend pas grand-chose, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup Mathias Inbar. Allez, en lien avec le Liban, le parti pris tout de suite de cette édition. Et ce soir, une question sur le rôle de la France au Liban. Rôle constructif de médiateur ou diplomatie opportuniste à des fins de politique interne. On accueille Alexandre Rifaï. Bonsoir et merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes auteur franco-syrien. Alors, on vous invite parce que vous portez, c'est vrai, des accusations assez graves. On voit votre ouvrage, Un islamisme reconditionné, la Syrie comme laboratoire, ouvrage très recommandé. Vous portez des accusations graves contre la France. Elle aurait préféré, c'est ce que vous dites quelque part, sauver l'OLP à l'époque, dans les années 1980, l'OLP d'Arafat, plutôt que de préserver les intérêts souverains du Liban. C'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Bonjour. En réalité, la diplomatie française a montré à travers des documents qui ont été déclassifiés il n'y a pas très longtemps que, en fait, non seulement elle essaye de dicter des choix et des décisions sur les Libanais, mais aussi d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce document déclassifié, 3 points importants. C'est d'abord la France, la diplomatie française, qui, quelque part, préservait les milices palestiniennes armées à l'époque, qui, quand même, utilisaient le Liban comme une base arrière pour attaquer Israël. Le deuxième point qui est très important dans ce texte, c'est que d'abord, ils disent en fait, la France se comporte au Liban comme dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire c'est une brutalité de facto effective sur le Liban, cette diplomatie, mais surtout c'est une diplomatie déconnectée des réalités en place. Et surtout, le troisième point dans ce document, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est que disent les Américains dans ce document que à l'époque, les Palestiniens, les milices armées palestiniennes étaient dans une très mauvaise posture et que c'est la position de la France qui leur donne en quelque sorte ce souffle et cet encouragement pour continuer, en disant qu'il faut continuer à résister par rapport au contexte militaire de l'époque. Et donc aujourd'hui, vous pouvez dire que ce document, effectivement, ce sont des mots de Bachir al-Gemayel, le président qui allait devenir président, qui allait faire la paix avec Israël, et certains disent que ce n'est pas très objectif. Mais en réalité, si vous transposez aujourd'hui la diplomatie française d'il y a 46 ans jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez qu'il n'y a aucune différence, parce que la France, aujourd'hui, depuis 10 ans au moins, on voit que la diplomatie essaye de préserver le Hezbollah d'abord, mais au moins de l'inclure dans le jeu politique libanais au détriment des Libanais eux-mêmes. Et surtout, c'est une diplomatie qui est complètement déconnectée par rapport à la volonté des Libanais eux-mêmes, qui eux-mêmes disaient
qu'il fallait désarmer le Hezbollah, que le problème de la guerre, la destruction qui causait ce parti, ce mouvement terroriste, et c'est le cœur du problème. Et surtout, en réalité, encore une fois, le troisième point, c'est qu'à chaque fois, cette volonté d'inclusion du Hezbollah dans le jeu politique libanais, c'est aussi une sorte d'encouragement, de soutien effectif, indirect au Hezbollah pour effectivement continuer dans cette politique de guerre et de destruction du Liban. Vous pensez que ce même genre de logique se reproduit en ce moment avec le Hezbollah? Merci beaucoup, Alexandre Rifaï, d'avoir été avec nous ce soir. On va voir d'ailleurs l'image du jour, peut-être, Emmanuel Macron qui se trouve en Égypte pour une visite officielle. Voilà, il était aux côtés tout à l'heure du maréchal et président Al-Sisi. Il a rendu hommage notamment à la francophonie. Emmanuel Macron, donc, au Caire, aujourd'hui en Égypte. Et une actualité foisonnante. La voici en bref et en images, l'info chrono tout de suite. À Gaza, Tsahal continue de traquer les leaders du Hamas. Wissam Abdel Hadi, chef de la police du mouvement terroriste et responsable des enquêtes, a été éliminé, ainsi qu'un autre terroriste, lors d'une frappe de drone. Les faits se sont déroulés à Khan Younes, dans le sud du territoire. Par ailleurs, la brigade Kfir de Tsahal a détruit 2 tunnels longs de 2 km dans le centre du territoire, à l'est de la ligne jaune. Roquettes, armes et moteurs explosifs ont été saisis sur place. Il quitte Israël. Expulsion de 2 militants de la flottille qui faisaient route pour Gaza. L'Espagnol Saïf Abou Keshek et le Brésilien Thiago Avila étaient soupçonnés d'appartenance à un groupe agissant clandestinement pour le compte du Hamas. À l'issue d'une semaine d'enquête, aucune charge n'a été finalement retenue contre eux. Les autorités israéliennes affirment dans un communiqué qu'elles ne permettront aucune violation du blocus naval imposé à Gaza. Jeter l'ancre et retenir son souffle. C'est ce dimanche que le navire de croisière néerlandais MV Ondius arrive au large de Tenerife. À son bord, 150 personnes considérées comme des contacts à haut risque, alors qu'une épidémie mortelle de hantavirus a tué 3 personnes ces derniers jours. Interdiction tout de même d'accoster. L'embarcation restera au large où les passagers seront examinés puis évacués. Le patron de l'OMS s'est rendu en Espagne pour y coordonner l'opération. Il ne s'agit pas d'un autre Covid, affirme Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et puis, faut-il éviter les croisières en ce moment, puisqu'on apprend que le navire Caribbean Princess recense pas moins de 102 contaminations sur 3000 passagers. Dans les Caraïbes orientales, il s'agit cette fois d'un norovirus hautement contagieux. Il provoque chez l'humain des gastro-entérites. Le bateau doit s'arrêter demain à Port Canaveral. Enfin, dans les airs, cette petite révolution à l'aéroport Ben Gurion, mise en place d'un nouveau service numérique. Il permet aux passagers de certaines compagnies, dès ce dimanche, d'étiqueter eux-mêmes leurs bagages avant de les déposer dans la zone dédiée. Il faut d'abord s'enregistrer en ligne, puis imprimer l'étiquette à une borne numérique. Objectif, fluidifier le passage dans les terminaux aux heures de pointe. Déploiement progressif, c'est la compagnie Israël qui annonce être la première à proposer l'ensemble de la procédure. On poursuit et on va quitter quelques instants le Moyen-Orient. La haine du juif, cette fois en Europe, et l'inquiétude pour les juifs du Royaume-Uni, amplifiée jour après jour depuis l'attentat de Golders Green à Londres, il y a une dizaine de jours. Cette fois, 2 individus ont été condamnés après s'être filmés en train d'insulter des juifs, cette fois dans le quartier de Stamford Hill. Adam Bedoui, vous le voyez, 20 ans, et Abdelkader Bousloub, 21 ans, avaient admis avoir commis un trouble à l'ordre public à caractère religieux. La police, qui a pu intervenir rapidement, précise qu'ils s'étaient déplacés dans cette zone connue pour la présence d'une importante communauté juive orthodoxe et dans le but donc de tourner une vidéo TikTok visant un habitant juif. Ils connaîtront leur peine le 5 juin prochain. Et c'est justement, on le disait, pour dénoncer cette recrudescence inquiétante des actes antisémites au Royaume-Uni que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche dans la capitale. Notre correspondante a fait le déplacement. On va retrouver Laura Calmu. Bonsoir Laura, manifestation organisée devant la résidence officielle du Premier ministre. Exactement, le rassemblement est en train de se terminer devant Downing Street et c'était un rassemblement très symbolique. Selon les organisateurs, entre 10 000 et 20 000 personnes se sont réunies ici face à la résidence du Premier ministre pour expliquer et dire que l'antisémitisme était devenu, selon eux, une urgence nationale. Dès l'entrée, le ton était donné, énorme dispositif de sécurité, barrières, contrôle des sacs, détecteurs de métaux, un filtrage en fait presque comme à l'aéroport, un niveau de sécurité qui dit aussi quelque chose sur le climat actuel. Alors dans la foule, il y avait beaucoup de drapeaux britanniques, israéliens mais aussi iraniens et un slogan
très visible. Britain stands with British Jews. La Grande-Bretagne se tient aux côtés des Juifs britanniques. Ce rassemblement qui intervient après, vous l'avez vu, une série d'attaques qui ont profondément choqué la communauté juive ici. Ces 2 hommes poignardés à Golders Green, 4 ambulances aussi de l'organisation Hatzolah qui ont été incendiées au début du mois et aussi des attaques contre des synagogues à Finchley et Kenton. Et en toile de fond, eh bien, il y a cette attaque meurtrière devant une synagogue à Manchester. C'était le jour de Yom Kippour. Alors sur scène, plusieurs personnalités ont pris la parole, notamment Kemi Badenoch, c'est la chef de l'opposition conservatrice, mais aussi des responsables, par exemple, de la campagne contre l'antisémitisme. Le message était très clair, demander au gouvernement britannique d'agir davantage, pas seulement avec plus de sécurité, mais aussi avec de l'éducation et aussi une réponse politique plus ferme. Ce qui ressortait beaucoup de la foule, en fait, c'est ce sentiment de ne plus reconnaître son pays. C'est un Royaume-Uni qui est multiculturel, qui est normalement ouvert à la différence, mais où certains juifs, désormais, ont peur d'être identifiés comme juifs, de porter une kippa, d'aller à la synagogue. Et il y a aussi cette lettre qui est ouverte, publiée avant le rassemblement, signée par des responsables religieux de plusieurs confessions. Leur message, l'antisémitisme n'est pas seulement un problème pour les juifs britanniques, c'est aussi un problème pour toute la société. Laura Calmu depuis Londres, merci beaucoup Laura pour toutes ces précisions. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau dossier de la semaine. Semaine marquée, vous le savez, par la visite à Pékin de Donald Trump, c'est dans 3 jours. Les enjeux sont vertigineux pour les 2 superpuissances engagées dans un bras de fer économique et géostratégique. Au milieu des grands dossiers du moment, la question évidemment de l'influence aujourd'hui des uns et des autres au Moyen-Orient. Dans la région, la Chine ne se contente plus d'acheter du pétrole, elle installe ses pions, ses ports, ses médiateurs. Alors les États-Unis ont-ils déjà perdu la main sur leur plus ancienne chasse gardée? Enquête d'abord sur un divorce géopolitique, c'est avec Loïc Séchard-Chokroun. C'est l'image d'un monde qui bascule. Février 1945, sur le pont de l'USS Quincy, les États-Unis et l'Arabie Saoudite scellent un pacte de fer. Le pétrole pour les uns, la sécurité pour les autres. Pendant 80 ans, l'oncle Sam est le seul shérif en ville. Aujourd'hui, encore 30 000 soldats américains campent sur une douzaine de bases géantes. Un maillage militaire sans égal, du Qatar jusqu'au Koweït. Mais cette armure de fer, symbole d'une domination sans partage, commence pourtant à se fissurer. Changement d'ambiance, changement de décor. Ici, dans les ports du Golfe, on ne cherche plus les porte-avions, mais les grues géantes. Elles sont signées Costco ou China Harbor. En 20 ans, la Chine est devenue, sans bruit, le premier partenaire commercial de la région. En 2023, Pékin frappe un grand coup tactique. Sous ses ors, elle réconcilie les 2 frères ennemis, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Une médiation éclair réalisée sans Washington, plus qu'un succès diplomatique, c'est une gifle monumentale pour la Maison-Blanche. La Chine ne se contente plus de faire du business, elle fait désormais la paix et ses propres règles. Le match est asymétrique. D'un côté, les États-Unis dépensent des centaines de milliards pour maintenir leur suprématie militaire. C'est le modèle du bouclier. De l'autre, la Chine déploie ses nouvelles routes de la soie. Pékin construit des lignes de TGV dans le désert et des parcs industriels high-tech. Sa proposition est redoutablement simple, la prospérité économique, tout de suite et surtout sans aucune leçon de morale sur les droits de l'homme ou la démocratie. Pour les monarchies du Golfe, c'est le partenaire idéal. Désormais, le Moyen-Orient ne veut plus choisir son camp. C'est l'ère du multi-alignement. On achète des missiles à Washington, mais on signe les gros contrats d'infrastructure avec Pékin. Donald Trump s'envole pour la Chine avec l'intention de rappeler qui est le patron. Mais il pourrait découvrir, un peu tard, que le dragon a déjà les clés du coffre-fort. Et parfois, ce duel USA-Chine se joue dans un port, celui de Haïfa en l'occurrence. Bonsoir, Loïc Séchard-Chokroun. Eh bien, à Haïfa, cette guerre hybride entre Pékin et Washington, elle se fait également sentir assez fortement.
C'est une anecdote qui avait fait grincer des dents du côté de Washington. En 2001, un groupe chinois inaugurait un nouveau terminal dans le port de Haïfa en Israël. Mais problème, ce port accueille régulièrement les navires de la 6e flotte américaine. À Washington, l'inquiétude est immédiate. Officiellement, rien n'est prouvé. Mais au Pentagone, certains redoutent un risque de surveillance ou de collecte de données sensibles. Et pour cause, imaginez un peu la scène. D'un côté du quai, les navires de guerre ultra secrets des États-Unis, bourrés de radars, de technologies classifiées, et juste en face, à quelques mètres seulement, un terminal géré par une entreprise d'État chinoise. Les États-Unis font pression en coulisses, mais sans succès. Le terminal est toujours exploité par l'entreprise chinoise. Un cas très concret qui résume le dilemme de la région. Même les alliés les plus proches des États-Unis n'hésitent plus à faire confiance et à faire, du moins avec Pékin. Entre sécurité et business, l'équilibre devient de plus en plus fragile. Merci beaucoup Loïc. Alors un partout, balle au centre, vraiment pour aller plus loin. Nous recevons Pascal de Potremat, merci à vous. Vous êtes directeur d'Action Géos, maître de conférence à l'UCO, géopolitologue. Alors on va commencer avec cette question finalement. Est-ce que c'est le slogan America First de Donald Trump qui a quelque part créé un appel d'air à la Chine qui aujourd'hui continue, comme on disait, un petit peu de placer ses pions au Moyen-Orient? Non, je crois qu'en fait, c'est une continuité de ce que l'on a pu déjà observer il y a une bonne vingtaine d'années. C'est simplement, en fait, parce que nous sommes tenus par un calendrier que Pékin maintenant affiche de façon très claire. On est rentré dans la dernière phase, en fait, de cette grande stratégie de déploiement, de mise en place de nouvelles routes de la soie. Et on est donc sur ce plan des années 2025-2030. Pour Xi Jinping, c'est l'aboutissement de décennies d'efforts. Et là, on le voit très clairement, les États-Unis, Washington, vont devoir exceller pour trouver une nouvelle stratégie de positionnement par rapport à un monde devenu multipolaire où le mot d'ordre est affairisme, rentabilité, profit, dividende. Avec peut-être une asymétrie, parce que les USA dépensent des milliards en sécurité, les Chinois des milliards en infrastructure. C'est ça vraiment la différence pour l'instant ? C'est vrai que vous avez raison d'insister sur les infrastructures qui sont considérables de la part de la Chine, mais non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Mais ne négligeons pas non plus leur capacité à développer des pôles de sécurité, des services de renseignement. Vous savez que si on fait un comparatif, rien qu'en société militaire privée chinoise, on est au-dessus des 10 000 entre sociétés de sécurité, sociétés militaires privées. Elles sont déployées un peu partout, notamment en Afrique, et assurément ont des représentants aussi au Moyen-Orient. Merci beaucoup Pascal de Potremat pour cet éclairage ce soir dans le cadre du dossier de la semaine. On poursuit demain évidemment notre page santé. Comme chaque dimanche, on accueille le docteur Joseph Drienne. Bonsoir docteur, consultant médical à 24 News. D'abord dans la série Vieillir en bonne santé. Focus ce soir, vous le vouliez, sur le régime méditerranéen. Voilà, régime crétois ou méditerranéen. Alors nous voulons tous être en bonne santé. Alors je vous propose d'essayer ce régime, un vrai régime santé qui est une façon de manger associant modération alimentaire, aliments variés et plaisir de manger. Principes de base sont les suivants. Dans nos assiettes, nous allons trouver des céréales complètes, des fruits et des légumes en abondance, de l'ail, des oignons et des aromates, de l'huile d'olive quotidiennement associée à des légumineuses, des noix et des graines. Consommation faible de produits laitiers, mais grande consommation de poissons plusieurs fois par semaine, si possible. Du poulet et des œufs pour les protéines, 2 à 3 fois par semaine. Consommation très très limitée de viande rouge, apport calorique raisonnable, 1800 à 2500 calories par jour, une consommation faible de vin rouge et surtout une activité physique tous les jours, de la marche, du sport, de la natation, etc. Alors ça c'est pour la recette, les bienfaits maintenant. Les bienfaits, vous allez voir, sont intéressants. Ces avantages sont réduction de 30% du risque de maladies cardiovasculaires, du fait de l'apport élevé en acides gras monoinsaturés qui provient de l'huile d'olive et à l'apport faible en acides gras saturés. Réduction du risque de cancer, protection contre le vieillissement et augmentation de l'espérance de vie du fait des fruits et légumes qui sont sources d'antioxydants. Une diminution sensible du risque Alzheimer et du risque dépressif. Un risque réduit du syndrome métabolique, c'est-à-dire sur la tension artérielle, le tour de taille, le cholestérol et la glycémie.
une réduction de 35% du risque de diabète de type 2. Enfin, vous le voyez, une amélioration de la santé en général. J'espère vous avoir convaincu, et comme disait le grand Hippocrate, que ton alimentation soit la première médecine. Alors, bon appétit, faites attention à votre santé, c'est votre bien le plus précieux. Bon, nous, on est convaincus, docteur. En revanche, l'actualité, elle est assez inquiétante. Hantavirus sur un navire de croisière, est-ce qu'il est temps de commencer à s'inquiéter ou pas? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? Le hantavirus, c'est un virus qui se transmet principalement par certains rongeurs sauvages, les rats, les souris, les oiseaux. Les premiers symptômes ressemblent à une grippe, à une vraie grippe. Dans certains cas, l'évolution peut être dramatique, pas avec une atteinte pulmonaire. Le virus actuellement en cause est l'une des 35 souches qui s'appelle HAND et qui est préoccupant car c'est le seul qui se transmet d'homme à homme. En fait, et c'est très important, les autorités sanitaires mondiales, notamment l'OMS et le CDC américain, rappellent que le risque pour la population générale reste très, très faible et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une situation comparable au Covid. Ça, c'est très, très important. Je le répète, pas d'affolement, ce n'est pas une pandémie, il n'y a pas de danger majeur. Et je conclurai comme je faisais auparavant, l'humanité a toujours vaincu les épidémies. Eh bien, c'est l'espoir de tous, en tout cas, face à cette propagation, pour l'instant, restreinte de cet hantavirus. Merci beaucoup, docteur Ezouezrian, d'avoir été avec nous ce soir. On va rappeler l'une des principales informations de la soirée. L'Iran qui a donc transmis sa réponse aux Américains concernant la proposition de Donald Trump d'un compromis. Une réponse basée sur la fin de la guerre, c'est ce que demande Téhéran, mais également la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump, presque en réponse, qui a affirmé que les États-Unis n'auraient besoin que de 2 semaines pour éliminer toutes les cibles iraniennes restantes, après donc les 40 jours de guerre qui avaient débuté le 28 février dernier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous retrouvez dans un instant Myriam Aman pour Regard Croisé comme chaque dimanche. Très bonne soirée à tous sur iTunes.